Bonjour et bienvenue donc, à cette table ronde sur le thème de l'humilité et la cybersécurité. Donc, ce soir, nos 4 intervenants vont justement nous parler de leurs expériences et discuter autour justement de qu'est-ce que c'est qu'un pirate, qu'est-ce que la cybersécurité et comment justement on va pouvoir lier l'humilité avec ce thème et voir en quoi c'est important. Je laisse donc Gaëlle, ici présente, présenter tout le monde et lancer cette table. Merci beaucoup. Merci. En effet, je tenais à vous remercier tout particulièrement d'être parmi nous ce soir au sein de GE sur cette thématique que j'ai proposée. Donc, l'humilité et la cybersécurité, comment l'humain, au cœur de la résistance des entreprises, pouvait-il agir? J'ai une pensée toute particulière pour Tiffaine, qui devait être avec nous ce soir, mais qui est souffrante. Et je tenais à remercier Sandrine, parce qu'elle la remplace au pied levé en moins de 12 heures. Donc, voilà, d'être avec nous. Avant de présenter mes invités, j'ai une petite citation de Lao Tzu, je voulais démarrer avec ça aussi, comme quoi l'humilité sert à agir avec puissance. Donc, Jean Foteni est avec nous, Sandrine Knachou et Philippe Loudneau. On va commencer par Foteni. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, ravi d'être là. Donc, moi, je suis actuellement la Risk Officer de GRT Gaz, donc dans les transports du gaz. Donc, je m'occupe de l'évaluation et l'animation de tous les risques au sein de l'entreprise, pas forcément que le risque cyber. Mais le risque cyber, c'est un des risques les plus importants actuellement dans la cartographie de beaucoup d'entreprises. Et donc, auparavant, 25 ans d'IT quand même, avant de changer de voie et finir à RSSI aussi. Il y a 2 ans, j'étais la RSSI de GRT Gaz. Donc, la cyber et l'IT, c'est un milieu que je connais bien. Et si on peut dire ça pour l'IT que la cyber, parce que ça change beaucoup. Et je suis là, par contre, avec ma casquette de risk officer global pour faire un peu les liens avec les risques, avec les autres intervenants. Voilà, ravi d'être avec vous. Bonjour, moi c'est Sandrine Gachou, je suis chez EDF, deux énergies. EDF, en fait, moi je suis intégratrice de solutions cyber. Pour faire vraiment expliquer mon métier, lorsqu'une entreprise en fait, a rédigé une politique de système d'information avec tout l'ensemble des exigences et des directives, et souvent des exigences, il y a des solutions à la fois organisationnelles, à la fois techniques. Moi, je suis la partie vraiment technique, c'est-à-dire l'expérimentation des solutions, à la fois propriétaires, open source, également avoir la casquette finalement d'un hacker, de ce qu'on appelle les pen testers, en fait, tester le système, la dureté du système, en fait, son durcissement, pour voir effectivement s'il est déficient en cas lorsqu'on sera en production, en fait. Donc voilà, c'est ça mon mission. Et Philippe. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Philippe Loudneau. Je suis actuellement délégué cybersécurité pour la région. La première région de France à avoir mis et créé ce poste-là. Ce qui montre que la cybersécurité a un intérêt, y compris sur le terrain. Et auparavant, donc, j'exerçais ce que l'on appelle la mission de fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information. Alors, je n'étais pas fonctionnaire, mais donc chaque secteur ministériel ce qu'on appelle un FSSI, en charge donc d'animer la stratégie et d'animer le terrain, donc avec un périmètre qui partait de 3 ministères, puisque les ministères sociaux, il y avait 3 ministères, et ensuite de Pôle emploi jusqu'au cabinet médical. Ça fait un joli périmètre d'action où on voit et on a pu voir différents aspects de la cybersécurité. Donc, on va commencer avec toi directement, Philippe, sur le fait que justement, la cybersécurité, il y a des risques internes et externes, mais surtout que face à ces risques internes et externes, les acteurs de la cybersécurité doivent conserver un caractère humble. Et justement, tu vas nous dire pourquoi. Et parce que je pense que vous toutes et vous tous, vous avez constaté un phénomène de starification du hacker. Et on s'est posé justement la question de se dire comment comprendre ce mythe, justement, et pourquoi cette glorification aujourd'hui versus celui qui défend. Et justement... Alors déjà, moi, je vais défendre le hacker. Ne pas confondre hacker et pirate. Voilà. Et puis, surtout, est-ce une question de yin-yang? Non. Alors, ne pas confondre hacker et pirate. Il ne faut pas oublier que si nous avons des mails aujourd'hui, c'est grâce au hacker.
Le hacker, c'est quelqu'un qui, devant une situation donnée ou un système donné, va regarder comment cet objet se comporterait si je faisais autrement que ce qui était prévu, dans les procédures, dans la façon d'utiliser. Le pirate, c'est vraiment quelqu'un qui cherche à nuire. C'est un peu la différence entre les pirates et les corsaires, quelque part. Et en matière de cybersécurité, donc la protection de nos systèmes, alors, je vais déjà tendre le cou au terme cyber, que je déteste. C'est un néologisme qui est apparu. Derrière, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Donc, cybersécurité, cyberdéfense, cybernaïveté, cyberjumentatisme. Et par expérience, on s'aperçoit que la plupart des incidents numériques, effectivement, il y a des attaques externes. Il y en a, il ne faut pas le nier. Il y a des menaces externes, mais il y a des menaces internes. Donc, par mésusage, par malveillance interne, quelqu'un qui a été mal noté ou qui n'a pas eu la promotion qu'il escomptait et qui fait un acte malveillant. Et puis, on a également tout ce qui est mésusage des systèmes d'information, parce qu'on veut se simplifier la vie, qu'il n'y a pas de règles et qu'on ne respecte pas forcément les règles. Donc, je trouve une clé USB dans la rue et je la mets sur mon PC professionnel pour voir ce qu'il y a dedans. Pas forcément une bonne solution, puisqu'on a pu faire des expériences comme ça, à injecter de faux virus et de voir qu'en moins d'une heure, on arrivait à piéger complètement une structure ou une entreprise. Donc voilà, il y a toujours ce côté-là. Et le côté humilité, je vais caricaturer, la cybersécurité ne sert strictement à rien. Si c'est pris comme une fin en soi. Nous sommes là au service des métiers. Nous sommes là au service d'une entreprise et ce n'est pas le RSSI qui porte les risques. Et aujourd'hui, on souffre trop, je trouve, d'un côté technico-technique, ce qui fait que même les dirigeants d'une structure disent bah, c'est un problème technique, on va laisser ça aux techniciens, aux ingénieurs. Ce qui est faux. Il faut revenir à la base. La base, c'est, et le fait d'être avec un risque manager, c'est l'analyse de risque. Et bien analyser ces risques, c'est ce qui permet d'en prendre. C'est savoir qu'on a un véhicule avec tous les organes techniques qui ont été vérifiés, qui sont OK, ça permet de rouler vite. Rouler en Ferrari avec des freins à tambour, je ne prendrai pas des virages à 180. Chacun voit le risque comme il le veut. Mais donc, c'est l'analyse de risque. Et également, ne pas se tromper de cible. Le terme cyber a induit dans l'esprit collectif essentiellement une vision des attaques, et des attaques extérieures. Ce qui est complètement une aberration. Un patron de TPE, PME, de petites collectivités, d'hôpital, si je commence à lui parler d'un groupe de pirates APT 41, APT 31, APT, il va m'écouter très poliment en disant oui, il y a une menace, effectivement, ça vient de Chine, pourquoi pas. En quoi suis-je concerné? 10 minutes après, il aura oublié le discours. Si je lui parle des impacts sur sa structure et que je lui fais toucher du doigt les risques, donc avec des impacts financiers, avec des impacts juridiques, des impacts d'image de marque, etc., etc., ça lui parle beaucoup plus et c'est lui qui va devenir le sponsor et qui va devenir le maître de la sécurité. En fait, les gens de la cybersécurité ou les RSSI, les responsables de sécurité des systèmes d'information, ne sont là qu'avec deux rôles principaux. Un rôle de polyglotte, être capable de traduire les termes techniques en termes simples, compréhensibles par un comité de direction. Et son deuxième rôle derrière, c'est un rôle d'aiguillon, c'est-à-dire de faire accoucher, un rôle de maïotique, de médecin accoucheur, de faire accoucher au métier les risques qui, s'ils les analysent bien, les empêcheraient de dormir. Eh bien, merci. Sur ce, on va justement continuer sur une autre forme d'humilité. Oui, j'ai essayé de faire court. Oui, je regardais le timing, hein. Je dois respecter. L'humilité aussi, parce que vous le savez comme moi, le secteur est en perpétuelle croissance et en plein boom depuis 2 ans. Et justement, il faut une humilité dans les métiers, dans cette croissance, et donc décomplexifier justement ces métiers. Sandrine, tu vas nous en parler. Pourquoi justement c'est un enjeu majeur et dans la relation et dans le recrutement? Oui, je rejoins complètement ce que a dit Philippe. La gestion de la cyber, de la sécurité, c'est fait par le risque.
on n'a pas tous exposés au même risque, en fait, et c'est important de se maîtriser ces risques pour pouvoir mieux agir. Et oui, parfois, c'est vraiment des discours Moi, je suis quelqu'un qui est dans la technique, et ça manque effectivement d'avoir une vision tête haute, en fait, vraiment de quoi on parle. Et moi, dans le recrutement, je vais vraiment aussi rechercher un candidat qui n'est pas que dans la technique, mais qui est aussi ouvert au monde, en fait, comprendre le monde, comment le monde fonctionne, qui est aussi curieux de la sociologie, qui est aussi curieux sur la partie économie, en fait, pouvoir voir effectivement, avoir une vision vraiment, cette vision tête haute, enfin, de savoir, en fait, est-ce que c'est vraiment, de quel risque on parle, est-ce que c'est vraiment une menace, est-ce que c'est pas, sinon on va perdre énormément de temps dans les solutions à apporter et on va peut-être aller sur une solution technique qui n'aura même pas de sens, en fait, sur les besoins de l'entreprise. Donc oui, dans la décomplification aussi, le jargon, en fait, aussi, utiliser le jargon, enfin, vulgariser beaucoup les termes, en fait, parce que moi, j'aime beaucoup ce métier, vraiment, et je trouve que ça manque vraiment de vulgarisation, et c'est important, même au niveau même de la formation, et que ce soit même le recrutement, de vulgariser lorsqu'on fait un recrutement ou qu'on forme à la fois les jeunes, en fait, vulgariser sur ce métier-là, en fait, que de ne pas laisser que ça à la portée, en fait, uniquement des techos. Donc, voilà, et pour dire du recrutement, en fait, voilà, vraiment moi qui fait les recrutements effectivement des jeunes, je vais vraiment axer là-dessus, en fait. Pas qu'une personne qui va me dire oui, Sandrine, bah, je sais faire telle ligne de code, parce que voilà, moi je sais faire également ça, quoi. Qui va me parler du C++ ou du Java, effectivement, toutes les attaques, les vulnérabilités. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est vraiment quelqu'un qui, au-delà même de la technique, va pouvoir également apprécier, enfin, regarder ce monde-là et voir toutes les interactions aussi et quels sont aussi ses intérêts au quotidien. C'est ça qui va m'intéresser. Voilà. Donc, vraiment, dans la partie recrutement, je pense qu'il faudrait vraiment axer là-dessus, en fait. Ce n'est pas que la technique. Ça ne suffit pas pour moi. Eh bien, écoute, merci. Il est à noter quand même, et je voulais le dire, parce que le mois dernier, j'ai monté une conférence sur l'IA. On a de la chance quand même d'avoir dans ces métiers le référentiel de l'ANSSI, hein, ce qui n'est pas le cas sur des métiers dans l'IA ou dans la blockchain, etc., qui peuvent être quand même une colonne vertébrale, au-delà d'un très mauvais anglicisme, mais je n'ai pas trouvé mieux, des soft skills. Et c'est ce qu'on veut aussi amener par là avec toute cette intervention aujourd'hui, ou des compétences peut-être en français. Et justement, sur cette multiplication des tâches, cette multiplication des métiers pour les professionnels de la cyber aujourd'hui, quand j'ai monté cette conférence, on a voulu s'amuser aussi, puisqu'on est là ensemble, bien sûr, pour échanger, mais aussi pour passer un moment intéressant. Et voilà. Et justement, dans la fonction que vous avez ou comment vous voyez vos métiers, finalement, on a trouvé des valeurs et des compétences. Et on va commencer par l'éclaireur. L'éclaireur, c'est quelqu'un qui est capable de regarder une situation. Alors, il faut effectivement être capable de regarder cette situation tête haute, et pas d'un point de vue exclusivement technique, et de regarder tous les impacts. Alors, je vais vous prendre un exemple. J'ai beaucoup travaillé dans le monde de la santé. Aujourd'hui, j'ai un incident sur un hôpital. Comment puis-je faire sur des systèmes numériques qui sont devenus parfaitement indispensables? Aujourd'hui, un radiologue, qu'on lui donne une radio argentique ou une radio numérique, il sait faire le job. Il sait interpréter la radio. Si demain, les dispositifs de radiologie tombent numériques, comment fait-on? Il n'y a plus de radio argentique. Donc ça, ce sont des petits éléments, ce sont des petits détails qu'il faut prendre en compte et en discuter avec les métiers. Est-ce que vous avez un plan B, voire un plan C? Analyser ces risques, c'est analyser l'ensemble de ces systèmes d'information, c'est en faire la cartographie. Donc éclairer, c'est à un moment donné montrer à un dirigeant que dans ces systèmes d'information, il y en a certains, en cas d'attaque ou en cas d'incident majeur, il faudra les laisser tomber. Il faudra partir sur autre chose, sur une autre base. Pourquoi? Parce que où le système est trop vieux, on va perdre trop de temps et d'argent à essayer de remonter quelque chose qui, de toute façon, est complètement poreux. Donc, autant repartir sur du neuf. Ça, ce sont des détails qu'il faut pouvoir être capable d'expliquer à un comité de direction. Et donc, si on commence à utiliser des termes techniques, si je commence à parler du troisième bit de la deuxième trame, j'ai perdu tout le monde.
J'ai la chance d'être administrateur d'un club des guides experts de sécurité de la formation et du numérique. Nous nous sommes amusés, nous avons fait un petit jeu lors de notre assemblée générale. Vous avez 5 minutes. Et donc, c'est un concours d'éloquence. Vous avez 5 minutes. Vous êtes dans l'ascenseur avec votre grand patron. Il faut que vous arriviez à lui parler cyber, à le faire adhérer à votre propos. On s'aperçoit très rapidement que l'exercice, pour la plupart des gens qui viennent du monde de la technique, ils sont quasiment incapables de le faire. Ils sont trop focalisés sur la technique, sur les solutions techniques, ce que tu disais à un moment donné, sans voir qu'à un moment donné, juste l'organisationnel pouvait rendre le service attendu. Je reprends l'exemple de l'hôpital. On vous dit les bonnes pratiques de l'informatique, c'est un compte, une machine, un compte, un individu. Dans un service d'urgence où les gens font les 3-8, où les patients arrivent de tous les côtés, vous imaginez que les gens vont se déconnecter, se reconnecter dans un service d'urgence? C'est juste impossible. Donc là aussi, il faut bien prendre en compte le milieu dans lequel on travaille. Un patron de TPE-PME, c'est pareil, c'est lui indiquer que oui, sa base financière est intéressante, oui, sa base RH est intéressante, avec des risques, mais lui, il a une petite chaîne de production avec une machine de conception par ordinateur. C'est du numérique. Dans une collectivité, toutes les collectivités qui se lancent dans les smart cities, etc., aujourd'hui, c'est piloté par du numérique. Donc, autant de volets qui offrent des surfaces d'attaque. Alors là, je parle sous contrôle, puisqu'il y a deux représentantes d'entreprises de l'énergie, où effectivement, la partie informatique de production, industrielle, comporte autant, voire plus de risques que l'informatique dite classique de gestion d'une base RH, d'une base de données, etc. Parce que derrière, ce sont des impacts métiers immédiats. Ben justement, dans l'autre compétence qu'on a voulu mettre en avant, c'est le ou la sachante dans l'industrie. Donc, c'est encore plus effectif, en fait, et tu vas nous en parler, peut-être. Oui, oui, le rôle du sachant, moi je pense que les sachants, maintenant, avec la complexité de ce qui est devenu la cyberguerre, on est dans une école de guerre économique, je suis ravie de voir intelligence économique, risque, sûreté et cybersécurité, c'est très très bien vu. Donc, je pense que vous êtes dans la bonne école déjà. Et donc, maintenant, même dans le monde de l'énergie, à une époque, il fallait être ingénieur, il fallait être, je dirais, monocompétence, il fallait connaître le transport du gaz. Ça, c'est fini parce que le monde s'est complexifié. Les actifs industriels, les actifs SI, comme disait Philippe, ils sont maintenant interconnectés. Et donc, les sachants ne peuvent pas être que sachants de son cœur de métier. Donc, on ne peut pas être sachant que de la cybersécurité. Quand on veut défendre notre entreprise des attaques, il faut savoir être un sachant de la sûreté. Parce que deux fois, on a un risque de sûreté, on peut investir de l'argent pour faire de la sûreté et ne pas investir sur la cybersécurité. Donc, il faut être sachant des sujets de sûreté pour pouvoir faire des bons choix. Il faut être sachant et avoir la culture de risque. Et ça, c'est des métiers comme le mien qui essayent d'impulser une culture risque au sein de l'entreprise, dans tous les métiers. Parce que c'est pareil, le risque, il est tiré par le business. Je veux dire, on ne fait pas, Philippe l'a dit, on ne fait pas la cybersécurité pour nous, on le fait pour protéger les business de l'entreprise. Pour nous, c'est de la, quand même, c'est l'énergie, donc c'est un business faut gagner de l'argent, c'est un business pour l'État, c'est l'énergie. C'est l'utilisateur final qui est un usager. Mais il faut connaître, il faut être sachant et avoir la culture de risque aussi. Sur l'intelligence économique, parce qu'il faut être sachant quand on fait de la cybersécurité, on ne peut pas, moi quand j'étais RSSI, je disais, il faut savoir même si tu es cyberattaqué, quel est le serveur que tu vas sauver d'abord. Si tu ne sais pas
très rapidement, si tu ne l'as pas vu auparavant avec les métiers, quel est le serveur qui te coûte le plus cher, pas parce qu'il tombe lui, mais parce que le métier derrière, il ne peut pas faire son métier. Donc voilà, donc, je dirais que maintenant, le sachant, l'expert est devenu un expert beaucoup plus polyvalent dans l'expertise. Et heureusement, ça fait nos métiers plus intéressants. Il faut développer une certaine expertise assez poussée, je dirais, pour pouvoir dire que je suis un professionnel de la cyber utile pour être dans une des lignes de défense, parce que le but, nous, c'est de défendre l'entreprise, ce n'est pas d'attaquer. Tu peux réagir, je sens. Réagir, oui, puisqu'il y a un exemple là-dessus, sur le lien entre intelligence économique et cybersécurité. Vous avez relativement peu de fabricants de pacemakers au monde. Et vous aviez un fabricant de pacemakers qui a fait la une des journaux, notamment en France, parce qu'on avait découvert de grandes vulnérabilités permettant d'attaquer ces pacemakers. Tant et si bien que les actions de ce fabricant se sont cassées la figure. Ce n'était pas anodin, parce qu'en remontant le flux de l'eau, on s'est aperçu qui avait diffusé l'information. C'était un de ses concurrents. Et quand l'action a été au plus bas, la boîte a été absorbée directement. Donc là aussi, les données, la data, c'est ce qui a de la valeur. Ce n'est pas le système d'information en lui-même, hormis l'informatique de production ou industrielle. Parce que là, la data, on a des capteurs qui sont intéressants, mais il faut que ça fonctionne. Et particulièrement dans l'énergie, imaginez demain tout ce que l'on peut raconter ce soir. S'il n'y a plus d'énergie, le numérique, il n'y en a plus non plus. Donc l'un est tributaire de l'autre. Et dans ce contexte actuel, on peut faire un clin d'œil à cette phrase. Je vais poursuivre. L'autre sujet qu'on voulait mettre en avant sur ces trois compétences en fait qu'on avait relevées, c'était quand même un sujet, je trouve, dont on ne parle pas souvent, qui est la curiosité. Oui, effectivement. Enfin, moi qui suis, parce que là on parle de ceux qui sont sachants au côté technique, moi je suis vraiment du côté technique. Oui, il faut être curieux, vraiment curieux. J'ai cette chance, en fait, même de côtoyer des personnes de différents secteurs d'horizon, à la fois des littéraires, à la fois des philosophes, en fait, échanger, et même des personnes qui sont sous la partie, mais la géopolitique également, de comprendre effectivement les interactions, enfin les problématiques qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de l'Ukraine. Donc, de comprendre tout ça permet également même d'enrichir même son métier et ce qu'on fait. Par contre, je vais juste apporter une précision que disait Philippe sur la production. La data est intéressante pour la maintenance 3.0, prédictive. Ouais, c'est intéressant. Donc, voilà. Oui, il est vraiment important d'être curieux. Par exemple, il y a les attaquants, là, je vais revenir un peu dans la technique, désolé, qui ont exploité, par exemple, quand Windows a lancé Windows 11, pour ceux qui ont Windows 10, ils l'ont peut-être remarqué, ils vous demandaient de vérifier si votre ordinateur était dans la capacité de passer en Windows 11. Face à cette nouveauté, en fait, ils ont exploité la curiosité, votre curiosité, en fait, dire « Ah, tiens, je vais peut-être passer en Windows 11 ». Ils vous envoient, effectivement, ils ont envoyé un fichier Word, en fait, qui comprenait un problème viral. Donc, effectivement, ils ont aussi utilisé cette analyse comportementale, c'est-à-dire qu'on face à une nouveauté, on peut être curieux, nous tous, on veut savoir ce que ça fait de pouvoir le faire. Donc, ils ont utilisé ça, le lancement de Windows 11, pour pouvoir profiter d'attaquer via du phishing certains ordinateurs. Donc oui, la curiosité aussi, même à la fois des hackers, des pirates, et également c'est de savoir aussi le comportement des personnes en fait face à une situation nouvelle. Donc c'est pour ça que oui, il faudrait à la fois le professionnel soit aussi curieux, c'est-à-dire savoir qu'en cas de nouveauté, il y a également des vulnérabilités qui vont apparaître, comment se protège également notre système. Donc d'être curieux également, effectivement, lorsqu'il y a une tension, effectivement, Philippe va parler chez Pacemaker, comment effectivement se protéger, comment également, là encore, on refait la boucle des risques en fait. Ce sur quoi on a plus de risques par rapport à un événement qui apparaît comme ça en fait. Donc pour moi, la cybersécurité, même dans la manière, dans ces curiosités-là, c'est toujours dans la gestion du risque en fait. On est curieux parce que toute information n'est pas forcément relevante, pertinente pour mon business. En fait, de savoir vraiment quelle information est pertinente pour mon business pour mieux sécuriser mon business en fait. C'est ça. Et pardon, je suis désolé, tu sais que tu me vas. Avec un ajout en plus, je citais le cas du pacemaker. Si on ne fait pas une analyse de risque, on va passer à côté de quelque chose. Le pacemaker, on va attaquer quoi? Une personne.
Donc, si c'était Liliane Descampeaux, ça peut être intéressant financièrement, mais on n'aura jamais une attaque de masse. En revanche, si j'attaque un hôpital sur un système de stérilisation ou un système de radiothérapie pour traiter les cancers, là, je commence à faire de l'impact de masse. Et donc là, effectivement, il faut être capable de pouvoir l'expliquer à une direction. Si on explique à une chaîne de production, je prends un exemple idiot sur les Pays de la Loire, une usine qui fabrique des biscottes, un peu plus de 200 000 ou 300 000 biscottes en demi-journée, si la chaîne de production s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est les business qui ne tournent pas, c'est les concurrents qui vont prendre le lead, etc., etc. Donc là aussi, il faut regarder vraiment, et on revient sur l'analyse de risque et les impacts derrière en termes de métier. Et justement, vous qui êtes derrière votre écran dans la salle, il est intéressant aujourd'hui, on a voulu aussi que cette conférence soit là pour vous questionner. Est-ce que vous êtes justement un sachant, un curieux, un éclaireur, ou peut-être tout à la fois? C'est une question sur laquelle il faudrait que vous vous posiez aussi. Et on a voulu, parce que vous avez vu aussi qu'on a une diversité pour cette conférence-là, et Faustini, justement, est polyglotte. Et dans son métier, justement, est-ce qu'il fallait être polyglotte et tout maîtriser à la fois ou pas? Et c'était cette question-là que je voulais te poser maintenant. Oui, oui. C'est le bon mot. Moi, ça me fait en cœur parce que je suis française et grecque. Et donc, polyglotte, c'est un mot grec, c'est lui qui parle plusieurs langues. Oui, on l'a trouvé ensemble, ce mot, hein, polyglotte. Je pense que c'est le bon mot. Je dirais pourquoi? Parce que en fait, sur ça revient, le polyglotte, ça revient aussi avec l'humilité. Ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes dans le sujet des cybersécurité actuellement, vous êtes obligé d'être humble parce que le temps que vous mettez en place des solutions de sécurité, les hackers méchants ou ceux qui veulent nuire l'entreprise, ils ont déjà 5 à 10 mètres devant vous. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pour ça qu'il faut être humble et polyglotte, c'est qu'il faut faire des analyses de risque en se projetant à 10 ans. Il ne faut pas faire une analyse de risque uniquement à 3 ans. Et nous, dans les démarches de risque, on fait deux démarches. On imagine la gestion des risques à 3 à 6 ans. Ça, c'est vraiment ce qui peut m'arriver et là où il faut que j'agisse de manière immédiate. Mais je me projette, qu'est-ce qui va se passer à 10 à 15 ans? Et à 10-15 ans, vous voyez que le paysage, il est différent. Il peut être différent. Par exemple, pour nous, transporteurs, vous voyez, ça arrive avec la guerre en Ukraine, c'est que voilà, on dépend d'un gaz, pas beaucoup en France, mais en Europe, qui n'est pas un gaz qu'on veut maintenant utiliser. Donc, quand vous vous projetez à 3-6 ans, ce n'était pas grave. Mais quand on se projette à 10-15 ans, et les sociétés comme nous le font, parce que sinon, l'énergie, c'est un temps long, vous anticipez pas les mêmes risques. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être polyglotte. Ça veut dire que comment je distribue mes moyens dans la cybersécurité pour me protéger de manière immédiate à ce qui peut m'arriver dans les 3 à 6 ans et comment j'ai fait de la prévention des risques en me projetant à 10 à 15 ans. Et je peux vous dire que quand vous faites les deux, ce n'est pas du tout les mêmes résultats qu'on a. Et c'est là où le fait que vous êtes polyglotte, ça va servir, comme disait Philippe, à votre COMEX, parce qu'il faut y aller avec votre risk manager et les RSSI et dire, voilà, maintenant, on ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Mais moi, je vous dis, voilà ce qui va se passer là et ce qui va se passer là. Comment faire les choix? Et vous allez aider un COMEX à faire le bon choix pour se protéger d'une manière court terme, mais aussi d'une manière moyen-long terme. Et ça, c'est aussi important. C'est vraiment très important pour des entreprises comme l'énergie. Nous ne vendons pas, on ne fait pas des produits immédiats qu'on va vendre dans les 2 ans et on va les jeter après, la poubelle. Donc, voilà, c'est en long cours et c'est en long terme. Et quand on est polyglotte, il n'y a que comme ça qu'on sait le faire. Philippe, tu voulais justement intervenir. 2 exemples sur le côté polyglotte. Polyglotte de langage et polyglotte de comportement. Si on peut utiliser ce terme-là pour le comportement.
Dans le langage, je peux vous donner un exemple vécu à la suite d'une attaque d'un hôpital où des spécialistes sont arrivés en parlant de ce qu'on appelle de MCO et MCS, maintien en conditions opérationnelles, maintien en conditions de sécurité. Et là, je les ai arrêtés immédiatement en disant, vous n'allez pas me comprendre. Parce que pour le médecin qui est en face, pour le directeur de l'hôpital, MCO, c'est médecine et chirurgie obstétrique, MCS, c'est médecin coordinateur du SAMU. Donc déjà, à un moment donné, il faut savoir parler plusieurs langages. Deuxième chose, parce que là, je suis en train de me voir sur le terrain, quand vous débarquez, vous débaroulez pour parler cybersécurité avec des équipes dans une coopérative agricole. Comportement, renseignez-vous avant, n'y allez pas en costume-cravate. Si vous y allez en costume-cravate, vous n'aurez aucune information. Vous allez dans un hôpital à 8 heures au moment de la relève des équipes, si vous y allez en costume-cravate, vous n'aurez aucune information. Allez-y avec des croissants de café ou autre chose pour certains secteurs d'activité, mais adoptez le comportement de vos interlocuteurs sur le terrain. Et justement, par rapport à ça, et cette gestion de risque interne et de risque externe, ce qu'on comprend bien par rapport à ce que vous dites et ce que tu as dit, Fauteny en particulier, c'est qu'il faut avoir une compétence aussi de chef d'orchestre. Pourquoi? Parce que finalement, on part d'une feuille blanche. Et ça aussi, c'est de la gestion du risque, ça aussi, c'est de la cyber pour les professionnels. Et on se dit comment cette page blanche va en faire une partition musique. Et ça, je pense, c'est ce que tu fais tous les jours aussi, d'être chef d'orchestre. Et dans les entreprises, qu'elles soient industrielles ou pas, c'est une compétence qui est recherchée de plus en plus. Oui, en fait, moi, je m'occupe aussi de toute l'animation du dispositif de crise et du continuité d'activité, hein, qui est quand même un pont. Enfin, la cybersécurité, voilà, il faut s'occuper de la continuité d'activité parce que si vous êtes attaqué, bon, voilà, c'est lui qui dit qu'il ne sera jamais. Donc, il faut préparer ces continuités d'activité et ces crises. Il y a quelqu'un, c'est le manager de crise de Michelin qui a écrit un livre et il parle de devenir de chef de guerre à un chef d'orchestre. Je vais essayer de un petit peu vous expliquer parce que je vois qu'on est dans une école de guerre. En fait, il y a des moments où il faut des chefs de guerre. Quand on a eu la crise Covid, le président nous a dit on est en guerre et la stratégie de quoi qu'il en coûte, c'est une stratégie de guerre. Alors, et là, on ne fait pas trop d'analyse de risque parce que voilà, il y a l'événement Black Swan, ce qu'on appelle les événements Black Swan qui arrivent, il faut des leaders, de chefs de guerre. En revanche, quand on est dans une prévention, quand on veut protéger l'entreprise au quotidien ou au moyen long terme, on doit prendre là un positionnement de chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre, vous voyez, c'est jamais lui qui prend trop les applaudissements, il est dos au public, c'est plutôt son orchestre qu'on applaudit. Et lui, ce n'est pas un expert d'un instrument ou d'un autre. Il est un peu expert de tous les instruments. Et son sujet, c'est plutôt de savoir est-ce qu'il y a une cohérence entre les partitions, est-ce qu'il n'y a pas de tonalités qui ne vont pas, est-ce qu'il y en a un qui joue plus fort que l'autre. Et donc, c'est ce positionnement de chef d'orchestre qui n'est pas facile, hein, qu'il faut avoir. Et je pense qu'on a besoin des talents qui ont beaucoup comment dire, ces soft skills, voilà, ces compétences soft de chef d'orchestre. C'est que quand on veut faire la bonne cybersécurité, il faut écouter ses experts, il ne faut pas se prendre soi-même pour un expert, ni un grand leader, mais il faut avoir les équilibres. Et je vais rajouter les risques parce que voilà, l'équilibre pour moi, ça vient d'un pilotage par les risques. Parce que qu'est-ce que c'est un équilibre? Comment on va dire à un sachant ou un autre qui joue plus, voilà, il ne faut pas qu'il joue comme ça la partition, qu'il la joue autrement. On factualise les échanges par les risques. Le risque, c'est une manière de factualiser les choses. Quand vous faites des cartographies, vous vous posez la question, l'impact financier, non financier et la probabilité. Maintenant, on parle aussi de vélocité d'un risque, on parle de niveau d'exposition, hein, quand on se projette à plus moyen long terme.
bah, quand vous faites ça, ce n'est pas la science exacte. Donc, il faut, voilà, il faut avoir pas que de la technicité, pas que de l'expertise. Et donc, ça nous a paru bien de dire, voilà, il faut des chefs d'orchestre. Je pense que l'image est forte pour comprendre un peu ce qu'il faut rechercher pour pouvoir avoir la résilience de l'entreprise. Parce qu'à la fin, un peu, c'est ça qui compte. Ce n'est pas si on a fait de bonnes mesures de sécurité. Comme disait Sandrine, ce qui compte, c'est que est-ce qu'on a préparé notre entreprise d'être résiliente au moment où une grosse attaque arrive. À la fin, c'est ça le sujet. Tout à fait. Et justement, je pense que vous avez compris qu'on a voulu, à travers cette conférence, mettre en avant la noblesse, et je pèse bien mes mots, justement, des métiers dans la cybersécurité. Et justement, je vais revenir sur ce qu'on avait dit au début, le corsaire versus le pirate. Pourquoi ? Parce qu'il faut de la lucidité, il faut de l'empathie, un certain nombre de qualités aujourd'hui qu'on ne met plus toujours en avant, mais d'abord toujours cette technicité. Et nous, on voulait revenir à ça, et que vous soyez étudiant, vous soyez déjà dans vos métiers ou dans certaines technicités, justement de lever la tête du guidon et de se dire finalement quelle est la compétence que je vais aller chercher. Et c'est là-dessus justement qu'on voulait finir et que chacun va s'exprimer sur sa vision du corsaire versus le pirate et la compétence qu'il gardera. Sandrine ? Effectivement, oui. Moi, je suis vraiment, parce que quand on parle beaucoup, je me positionne en personne côté technique. Du point de vue technique, oui, j'écoutais beaucoup ce que disaient Jean, en fait, sur l'analyse des risques. Cependant, là, je vais peut-être pas rebondir sur ce qu'elle disait, en fait, sur ce que j'ai, moi, expérimenté sur l'analyse des risques, où parfois, effectivement, mon analyse également, c'est dans la gestion des risques également, même d'intégrer la manière comportementale des gens, en fait. Et ça s'intègre pas souvent. Comment les gens réagissent, comment ils se comportent, parce que l'a dit Philippe, et je pense beaucoup, c'est mauvais usage, en fait. Et du point de vue, je parle pour ma paroisse en termes techniques, hein, lorsqu'on va pouvoir même expérimenter un produit, que ce soit logiciel, on ne va pas, par exemple, mettre la revue de code comme il faut, en fait. Ça veut dire qu'on va parfois dire on n'a pas le temps, il faut pouvoir produire rapidement, et c'est aussi des vulnérabilités. Donc, ça aussi, soi-même, enfin, même dans l'analyse, en fait, dans les problématiques qu'on va apporter lorsqu'on va développer un produit, une solution logicielle, en fait, on va déjà soi-même mettre des vulnérabilités, même du côté technique. Après, voilà, corsaire, pirate, oui, je suis d'accord, en fait, aujourd'hui, en tant que professionnel de la cyber, en fait, de pouvoir intégrer plusieurs aspects. Même moi, en tant que technique, en fait, donc je le fais toujours, c'est-à-dire que certes, je peux regarder les lignes de code, je peux largement être derrière mon écran les lignes de code, voilà, mais pour mieux, parce que la cyber reste au service des métiers, il ne faut jamais l'oublier ça, ne pas perdre de vue, et ce que je fais chaque jour, vraiment pour l'intégrer, effectivement, les risques, donc pouvoir aussi savoir s'impliquer au sein de l'entreprise, en fait, quel est notre business, quelle est l'orientation de l'entreprise aujourd'hui. Moi, je suis côté EDF, côté EDF thermique. Est-ce qu'on va fermer des centrales thermiques? Est-ce que le stockage de batterie, par exemple, qui va dire stockage de batterie, qui dira pilotage? Donc ça aussi, je vais intégrer et pouvoir aussi alerter, même au niveau du RSSI, du DSSI, en disant batterie sera quelle solution technique? Ah, voilà les évolutions aujourd'hui côté technique pour que demain, on va pouvoir définir un budget côté cyber également pour la sécurisation. Donc, on ne peut pas rester soit tout seul technique dans les lignes de code, on doit s'impliquer, connaître le business vraiment de l'entreprise. Donc, ça aussi, on a à peu près orchestre, même du point de vue technique, on doit être orchestre. Donc, il faut être visionnaire. Visionnaire, oui, exactement. Et productif, parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est ça, tout à fait. Surtout que nous, on le dit toujours, c'est produire l'électricité en toute sécurité. C'est d'abord produire l'électricité. Voilà. Comment tu veux rebondir là-dessus? Pour dire derrière, c'est également se servir de tous les leviers. Il y a peut-être un autre terme qu'on n'avait pas abordé, je suis désolé, je vais apporter un. Vas-y. C'est également le rôle dans les rôles du RSSI, c'est d'être évangéliste. Évangéliste, c'est-à-dire apprendre aux gens à maîtriser les outils numériques mis à disposition et à maîtriser le risque numérique. On en revient à chaque fois à la maîtrise du risque. Si on interdit trop, ou si on met des systèmes trop contraignants,
les gens vont contourner, très clairement. Moi, mon rêve, si je devais en avoir un, ce serait d'arriver à faire de la sécurité numérique à la Disney. Je m'explique, quand vous emmenez des gamins chez Disney, il y a de la sécurité partout. Mais vous, en tant qu'utilisateur, vous ne le voyez pas. Le jour où on arrivera à ça pour les utilisateurs, je pense qu'on aura gagné une grande partie du challenge. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule, je vais revenir sur les voitures, plus personne ne se pose la question de savoir s'il y a un airbag ou s'il n'y en a pas. Il y a un airbag, ça contribue à la sécurité, vous ne le voyez pas. Et puis du coup, vous l'oubliez. Mais le jour où vous avez un pépin, on est bien content d'avoir l'airbag qui se déclenche. Donc là aussi, évangéliste, c'est apprendre aux gens les bonnes pratiques, leur montrer qu'avec des gestes simples, on ne va pas utiliser le terme de geste barrière, parce qu'il est un peu trop utilisé ces dernières années, mais avec des gestes simples, pour une entreprise, je dirais, il y a 10 gestes à avoir. Ça a été exprimé, avoir la cartographie, savoir ce que l'on veut protéger, contre qui, avec quoi. Est-ce qu'on est capable de mettre des mesures organisationnelles, des mesures techniques, et vérifier avec le business, est-ce qu'il y aura un impact, pas d'impact. Voilà, tout ça, ça se gère au fil de l'eau. Et donc, là, le rôle d'évangéliste, c'est de sensibilisation, d'accompagnement à tout crin de l'ensemble des équipes. Donc, un corsaire lucide. Alors, pour moi, le corsaire, c'est... Oui, pour moi, le corsaire, c'était plus le hacker. On utilise beaucoup dans les pentests. Aujourd'hui, on a une nouvelle formule, ce qu'on appelle le bug bounty notamment. Pour moi, ce sont des corsaires. C'est-à-dire qu'ils se battent pour une cause, mais ils sont maîtrisés. Le pirate, lui, il attaque tout crin et la maîtrise, c'est lui-même. Alors, il y avait une petite phrase de Surcouf que j'aime bien, enfin, qui est attribuée à Surcouf. C'était entre les Anglais et les Français, où les Anglais disaient aux Français, non, à Surcouf, oui, vous vous battez pour l'argent, nous nous battons pour l'honneur. Et Surcouf aurait répondu, on se bat toujours pour ce que l'on n'a pas. Voilà. Donc, effectivement, à un moment donné, on va se trouver le bon compromis. Savoir travailler avec des hackers, pour moi, c'est quelque chose de très noble. Et lutter contre les pirates ou les mésusages, parce que là aussi, ce n'est pas du piratage, mais ça peut mettre en péril un système d'information. Et donc, on va finir par toi. Oui, moi, je ne veux pas insister sur pirate ou corsaire, parce que j'ai un peu de mal avec ça, parce que je trouve que j'étais membre du CEF6 quand j'étais RSSI, qui était promouvoir la cybersécurité au sein pour les femmes. Donc, je ne veux pas utiliser ça parce que je crois que les filles, il faut rajouter un peu de princesse dans le sujet. Donc, il ne faut pas oublier qu'à côté d'un pirate, il y a toujours une princesse. Donc, il faut que tout ça se mélange. En tout cas, je pense qu'il faut être dans un collectif. Il faut être humble. Il faut imaginer qu'on est dans un collectif qui n'est pas qu'un collectif cybersécurité. On a parlé longuement, c'est un collectif beaucoup plus large, avec les risques, avec la sûreté, avec l'intelligence économique qui représente pour moi le business et les métiers, si je l'ai bien compris. Donc, on fait partie d'un collectif et c'est pour ça que quand on fait partie d'un collectif, on a une humilité et je le souhaite pour la cyber, parce que si on ne diversifie pas la cyber du point de vue profil, tant mettre plus de femmes, mettre plus des gens qui parlent de risques, mettre plus de gens qui connaissent le business, qui font des tremplins entre des métiers et l'IT, et retourner en métier, retourner dans l'IT. Si on ne crée pas ce mélange, on n'arrivera pas à se protéger. Et quand les hackers, les vrais, voudront nous attaquer, ils vont réussir. Parce que si c'est que la technique, c'est facile. Sandrine le sait, je pense que c'est facile. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais je voulais quand même rajouter un peu ces pirates et princesses, quoi. C'est pas mal. Je dirais même pirates femmes, parce qu'il y en a eu dans l'histoire, et de très belles navigatrices aussi. C'est vrai. On su tenir la barre en notre couple. Et pour vous laisser réfléchir, parce qu'on arrive à la fin, il nous reste une belle minute. Je voulais finir, on a commencé par une citation de Lao Tzu et j'en ai trouvé une qui, je trouvais, était assez intéressante, de Marcel Aimé, comme quoi l'humilité ne serait-elle pas l'antichambre de toutes les perfections.
Je finis là-dessus et je vous remercie d'avoir été avec nous derrière l'écran et en présentiel aujourd'hui. Merci à tous, merci à vous d'être venus. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou en ligne que les auditeurs voudraient poser à nos intervenants. Pardon. Ouais. Je voulais vous remercier pour cette prestation, qui est un réponse assez rare dans le milieu de la cybersécurité. Il faut souligner aussi le courage de l'école pour faire ça, et la présence des femmes dans la cyber. J'avais juste une question à poser concernant la résilience, parce que je m'attendais ce soir à parler un petit peu de gestion de crise, de traumatisme, de ce genre de choses. Est-ce que vous avez des éléments à nous retourner sur le sujet de la résilience? Ouais, sur la résilience. Moi, ce que j'essaie de faire, parce que quand j'étais RSSI, je me suis posé cette question-là. J'arrivais au COMEX et mon patron, qui est très, très sensible à la cyber, notre directeur général, m'avait dit, Foutini, alors comment on fait dans tes axes? Il n'y a pas ce que tu fais quand l'attaque va venir. J'ai dit, mais on fait plein de trucs. Et je me suis trouvée un peu comme Philippe. Alors, c'est quoi? Et si vous prenez plus que 5 minutes à expliquer ce que vous faites, le COMEX, il dit, bon, bah, c'est bon, il y a le sujet suivant. Donc, moi, sur la gestion de crise, la résilience et la gestion de crise, ce que j'essaie de faire avec les gens de la cyber, maintenant que je suis de l'autre côté, c'est que la cybersécurité ne doit pas inventer une gestion de crise différente que celle de l'entreprise. Il faudrait, s'il faut changer les dispositifs de crise de l'entreprise, oui, il faut que les gens de la cyber influencent ceux qui s'occupent de crise pour que ça change, pour que ça se modernise ou que ça change de typologie de faire des choses. Je ne sais pas si je suis claire, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu beaucoup de choses où les gens de la cyber essaient d'inventer un dispositif de crise pour la cybersécurité. Pour moi, c'est inexistant. Il faut que la gestion de crise cyber, ça doit intégrer les dispositifs de gestion de crise de l'entreprise. Parce qu'ils ne pourront pas, que les gens de la cyber, faire face à l'attaque. Ils auront besoin de tous les métiers, de toutes les compétences. Donc, il faut se rapprocher du dispositif de crise de l'entreprise. Moi, j'avoue, ça m'est arrivé quand j'étais RSSI, on essayait de dire des choses, et après, on a dit, mais attendez, il y a une politique dans la boutique, hein, quand même, de gestion de crise. Ah, bah, il faut quand même le regarder. Et tout était écrit. Et si on voulait changer des choses, il faut changer le dispositif de crise de l'entreprise. Parce que si vous ne rentrez pas dans le dispositif de crise de l'entreprise, vous risquez être dans les mauvais choix les premières heures où l'attaque arrive. Et on sait que dans une cyberattaque, c'est les premières heures qui sont les plus importantes. Et les premières heures, c'est pour moi, ce n'est pas que les techniciens de la cyber qui doivent être là. Donc, la première chose, je dirais, c'est ça, intégrer les dispositifs et s'il faut le changer, influencer celui qui s'en occupe pour changer les dispositifs de crise de l'entreprise. Et le deuxième sujet, pour moi, c'est sur le dispositif de crise, c'est que une crise, ce n'est plus ce que c'était avant. Nous, on avait la même chose en gaz. Vous savez, on disait une crise, c'est une attaque dans une canalisation, le transport du gaz. Nous, personnellement, comme on est très pro, ça ne nous est jamais arrivé. Donc, par contre, ce qui nous a montré la Covid, les gilets jaunes, la crise en Ukraine, c'est que maintenant, et ce qu'ils se disent un peu dans le référentiel, c'est que maintenant les crises, elles sont systémiques, elles sont moins rares que ce qu'elles étaient, et donc la préparation, elle doit être différente. Ça veut dire qu'il faut laisser tomber toute la veille qu'on fait sur les signaux faibles. Parce qu'on a bien vu, hein, tous les Russes officiers de France et de Navarre, ils voulaient anticiper la crise en Ukraine, ils n'ont pas réussi. Ils voulaient anticiper la crise Covid, pourtant il y avait un truc sur les virus, personne n'a anticipé. Donc, il faut déplacer l'effort. L'effort, avant, c'était on se préparait pour que l'événement n'arrive jamais. Maintenant, il faut accepter que l'événement va arriver et on vit des crises qui sont systémiques et plutôt un peu plus générales, transverses, alors qu'avant, c'était cœur métier. Et donc, ça veut dire qu'il faut changer un mode de modèle de gestion de crise.
Et d'ailleurs, maintenant, on ne parle plus de gestion de crise, on parle de crisis surviving. Ça veut dire que comment je m'entraîne pour survivre. Et c'est ça un peu la résilience. Donc, peut-être je suis un peu générale, mais je dirais deux choses. Ne pas penser que pour la cyber, c'est une crise particulière, c'est s'intégrer dans le dispositif de l'entreprise. Et les deux, changer les vieux dispositifs de gestion de crise, parce que elles ont changé de typologie. Maintenant, ce n'est pas les crises qu'on peut anticiper avec des signaux faibles, qu'on voit venir plus ou moins. Maintenant, elles arrivent d'un coup et il faut agir. Ça veut dire qu'il faut avoir des dispositifs qui sont parallèles, des dispositifs récurrents et les dispositifs de crise qui sont parallèles. Je ne sais pas si... Il y a du travail. Je vais peut-être rebondir là-dessus. En fait, pour moi, j'ai construit tout un exercice de crise pour une entreprise, en fait, pour un service NPM. Effectivement, j'ai conçu la crise. Là où j'avais des problématiques de s'intégrer, c'est moi qui ai tout construit l'exercice de crise, en fait, cyber, de s'intégrer dans l'exercice de crise de l'entreprise, en fait. Il y a vraiment beaucoup de problématiques, notamment, effectivement, la méconnaissance, lorsque il y a une attaque, enfin, on avait simulé dans le sens où il y a une clé USB, il y a un système qui ne répond plus, en fait, comment réagir. Et effectivement, l'approche est vraiment différente parce que c'est de savoir, en fait, quelles sont déjà, rien que ça, la cartographie. Le réseau, les gens ne l'avaient pas, ne savaient pas parce que du point de vue de la crise, on n'avait pas intégré le fait qu'il fallait intégrer la cartographie réseau. Donc du coup, oui, s'intégrer dans la gestion de crise de l'entreprise normale est vraiment difficile. Parce que moi, j'avais construit, j'ai trouvé la difficulté parce que là pour le coup, peut-être, et c'est là où on a fait le bilan en fait de sensibiliser les personnes à la cyber. Problématique numérique, même à la fois ceux qui avaient déjà une expérience crise, la gestion des crises, les sensibiliser pour qu'ils puissent avoir et voir aussi travailler ensemble, avoir l'humilité aussi, nous, sachant technique, comment faire également pour pouvoir intégrer, reconstruire en fait ces gestions de crise de l'entreprise en intégrant la partie cyber en fait. Donc voilà. On a répondu à votre question. Et je rajouterai, parce que le sujet est passionnant, hein, nous on est en train de tout revoir sur nos dispositifs de crise. Je rajouterais aussi qu'il faut un peu moderniser. Avant, on écrivait des procédures. Nous, on était... en plus, il fallait montrer beaucoup de procédures. Voilà. Même les ministères, ils se sont modernisés sur les sujets. Je veux dire, il faut écrire le moins possible. Il faut écrire l'essentiel et plus s'entraîner. Alors nous, on passait plus de temps à une époque d'écrire les procédures et personne ne les ouvrait au moment de la crise. Par contre, on était super au top. Et donc, du coup, oui, ça aussi, ça veut dire moins écrire des procédures et plutôt s'entraîner. Et là aussi, on a besoin d'autres profils que ce qu'on avait à une époque. Je pense qu'il y a une difficulté, il y a toujours une confusion dans l'esprit de beaucoup de monde entre PCR, PRA et résilience, qui sont trois choses complètement différentes. On a vu avec la crise Covid des entreprises parfaitement résilientes, il n'y avait ni PCA ni PRA, et pourtant ils tiennent le choc. Si on doit prendre le numérique, il y a un parallèle que j'aime bien faire, on parle toujours d'hygiène numérique. Moi j'aime bien le côté médical, c'est hygiène et prophylaxie. Alors, la prophylaxie, il y a 4 stades. Le stade 1, le patient n'est pas malade, le médecin ne voit rien, et on est dans l'hygiène, les bonnes pratiques, se laver les mains, etc. Pour l'informatique, c'est pareil, changer ses mots de passe. Le stade 2, le patient toujours sain, l'entreprise toujours saine. Par contre, le RSSI ou le médecin commence à voir des choses. Parce que il a entendu dire, on l'a informé, on lui a dit que telle menace venait d'arriver, etc. Donc là, il va commencer à regarder d'un peu plus près, finaliser ses annuaires de crise, parce que ça, très souvent, ils ne sont pas à jour. Regarder les quelques procédures et voir avec les métiers en cas de difficulté, qu'est-ce qu'il faudrait sauvegarder en priorité. Et donc, il faut revoir ça. Le stade 3, l'entreprise où le patient est malade, le RSSI est au fond. Là, on commence à enclencher les dispositifs de crise tels qu'on l'entend aujourd'hui. Et puis le stade 4, on a toujours tendance à oublier, c'est ça pour moi, c'est la partie résilience, qui comporte éventuellement l'amputation ou le soin palliatif. Et à un moment donné, vous avez une grande entreprise française qui a eu à subir une grande attaque, notre Pétia, qui a pris la décision de
laisser tomber tout un pan de ces systèmes d'information en disant on repart à zéro, mais on ne va pas cramer ni de l'énergie, ni du temps là-dessus. Donc, c'est ce que tu disais, c'est bien voir avec le business. Et très honnêtement, depuis que je fais de la cyber, et ça ne rajeunit pas, je n'ai connu réellement que 2 crises. Mais ces crises-là, elles rentrent et elles génèrent une autre crise qui, elle, est systémique. Et effectivement, c'est la crise métier qui est importante. Le risque cyber, et puis à la limite, les boîtes et les fils, on s'en fout un peu. Au pire, on rachète. Par contre, les données qui sont à l'intérieur, qui intéressent l'entreprise, les capteurs, effectivement, excusez-moi, mais qui vont permettre de faire du proactif sur la maintenance, les bases de données RH, les bases de données financières, les données sur la recherche et développement, ça, c'est ce qui a de la valeur. Et c'est là où on rejoint d'ailleurs la partie économique et intelligence économique, parce que c'est ce qu'il faut sauvegarder en termes de métier. Et effectivement, je te rejoins, la crise, enfin, faire un truc spécifique sur la cyber n'a aucun sens aujourd'hui. Une autre question. Non, j'en ai pas, en fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de curiosité. Je pense que c'est effectivement un élément propice à la découverte et puis à l'écoute des autres, en fait. C'est ce que j'ai compris. Alors, on sait aussi que dans le monde de la cybersécurité, les éléments de production sont importants, donc on a une pression très importante pour mettre en place ça. Comment est-ce que vous managez en fait ce principe? On peut recruter quelqu'un qui a cet aspect de curiosité, mais une fois qu'il est dans le bain, comment est-ce que vous managez cette notion qui est importante vis-à-vis des managers qui sont aussi sous une pression assez forte de la part des responsables hiérarchiques? Comment vous managez Jacob? Comment est-ce que vous laissez justement l'espace nécessaire tout en mettant en place les outils de production? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je suis clair. Oui, je vais donner un exemple de ce que nous, on a mis en place au côté EDF, côté thermique. En fait, on a des midis, entre midi et 2, midi 13h, on va faire venir un intervenant, en fait, que ce soit quelqu'un littéraire, pour nous parler, pour voir, ou que ce soit même quelqu'un, une personne qui va parler d'un sujet, à la fois politique. C'est comme ça qu'on essaye de gérer ça, qu'on ne soit pas que dans le métier pur, en fait, cette curiosité-là, d'aller la chercher. C'est un peu ça, les pauses midi. Les pauses midi, d'avoir des intervenants de tout type d'horizon, enfin, vraiment qui vient enrichir notre métier aussi, en fait. Et on a des objectifs dans l'EAP, l'entretien annuel professionnel, pour assister à plusieurs pauses midi, en fait. Donc, c'est aussi noter, encourager du point des salariés d'assister à ce type d'activité. Voilà, je comment dire. Je pense que le plus dur dans l'histoire, c'est de bien identifier la personne qui va être calme et qui va prendre son temps. Et être capable de prendre son temps dans l'urgence, c'est ce qui est le plus important. C'est-à-dire que sur les quelques crises que j'ai pu gérer, alors déjà, je n'aime pas le terme de crise non plus. Je suis désolé, je n'aime pas le terme cyber, je n'aime pas le terme de crise. Au moins une crise, c'est Fukushima. Ils ont tout eu. L'énergie, le tsunami, tout en même temps. C'est-à-dire que tous les plans, les moyens humains, les moyens financiers, tout était débordé. Là, on reste, pour la plupart du temps, sur des crises qui restent maîtrisables quelque part. On est sur des événements majeurs, très importants. Donc, là aussi, c'est perdre ce défaut pour beaucoup de gens quand on fait des exercices de crise, c'est vouloir répondre ou anticiper à des questions qu'on n'a pas encore posées. Il faut une cellule d'anticipation qui, elle, va réfléchir à ça, mais réfléchir tranquillement. Il ne faut pas mélanger tous les genres. Et moi, il y a un truc que j'aime bien mettre en place, j'avais récupéré ça aux États-Unis, c'est mettre en place un scribe. Son job, c'est de tout écrire. Il n'intervient pas dans le dispositif, il écrit tout. Tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit, les décisions prises, etc. Ce qui permet d'avoir une main courante. Et derrière, ce qui est toujours important quand on a géré une crise, ou on fait de la gestion de crise, c'est pour avoir un retour d'expérience sur ce qui s'est mal passé et ce qui s'est bien passé et valoriser tout ça. On a trop tendance à l'oublier. Donc, il faut être calme, pragmatique et voir à la limite, c'est quel est le problème, écrivez-le.
Et si aussi la question était aussi au mode normal, comment je garde ma curiosité alors que j'ai une pression pour livrer, des choses. Moi, je pense qu'il faut gérer un peu les carrières, il faut gérer sa carrière. Je le dis parce qu'elles sont jeunes, ça veut dire que il faut changer. Et en informatique et en cyber, il y a quand même la chance qu'on peut faire beaucoup de métiers. Donc, moi, comme disait Sandrine tout à l'heure, nous, on encourage le changement. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester dans le même poste. Il faut changer de poste pour prendre le bouffée d'oxygène, être dans des postes qui sont moins sous le stress de livraison, de produire, revenir après dans des postes qui sont plus un peu dans l'action. Je pense que c'est une manière aussi de tenir à un plus long terme. Si la question était aussi sur... Non, c'est intéressant d'aborder ce sujet-là, parce que la perception du métier de la cyber est souvent perçue de manière différente. Et quand un jeune débarque dans une entreprise où il y a des impératifs de production, c'est un massacre. Aujourd'hui, moi, je suis catastrophé par la plupart des formations en cyber. J'interviens dans pas mal d'écoles. Quand on discute avec les jeunes, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? C'est du pen test. C'est vrai. Oui, c'est bien, c'est très technique, pourquoi pas. Mais en quoi ça va me servir dans mon entreprise? Non, mais en quoi ça va me servir dans mon entreprise? Est-ce que vous êtes capable d'analyser un risque? Est-ce que vous êtes capable d'aller voir le métier? Est-ce que vous êtes capable de comprendre ces risques qui va l'empêcher de dormir si ça ne marche pas? Ça, c'est important. Que l'on sache faire du pentest, c'est très bien. Et puis, il y a de très belles professions. Attention, faire du pentest, on en fait quelques années, puis au bout d'un moment, on s'en lasse assez vite. Et puis, surtout, on est rattrapé par des petits jeunes qui font ça beaucoup mieux. J'ai fait du pentest pendant quelques années. Maintenant, il y a des jeunes qui font ça nettement mieux que moi et qui se faisent... Pardon? Et pour moins cher. Et pour beaucoup moins cher. On était cher, non? Non, je ne peux pas faire du tout. Il y a justement Il faut changer. Il y a beaucoup de métiers. Enfin, vraiment. Et il y a justement quelqu'un qui réagit dans la salle, là, donc j'aimerais bien le faire intervenir. Oui, bien sûr. Venant d'une formation en technique cyber, et je vais à côté, je réagis à ça parce que je suis confronté à cette partie-là. Donc, en entreprise, je bosse également en entreprise à côté. Le problème, c'est que vous l'avez exposé, les jeunes cyber techniques, à l'école, oui, bon, il y a la culture de la technique, qui pour moi est très importante. Si on a de plus en plus d'ouverture sur d'autres types de métiers ou sur des soft skills ou autres, problématique en entreprise, c'est qu'on nous met dans la classe cyber et on ne va jamais côtoyer le métier. Parce que, étant des petites mains cyber, entre guillemets, et n'étant pas RSSI ou n'ayant pas des postes un minimum élevés, on va dire au départ, on va dire, il y a eu un incident, analyse-le, réponds, mais il n'y aura jamais pourquoi tu le fais. Le manager va nous dire, je t'ai demandé, fais-le, il y a un ticket sur Jira, fais-le. Entre guillemets. Je vais bien la bonne entreprise. Voilà, c'est différent. Et je le vois au quotidien. Il m'est arrivé au sein de ma carrière d'avoir quelqu'un avec qui j'ai travaillé, pour qui j'avais une confiance, mais aveugle. Et je lui confiais des tâches, et un jour, elle est arrivée, c'est une femme, qui me dit, il y a un truc qui m'embête, c'est que je fais du boulot, mais tu ne viens pas contrôler. Je dis, mais je ne contrôle pas parce que je te fais confiance. Il dit, non, mais j'aimerais bien que tu vérifies. Et effectivement, à un moment donné, on peut faire des tâches et on peut être rangé dans une boîte. Et dans la cyber, c'est purement technique. C'est de la faute des gens des RSSI, moi le premier d'ailleurs. Pendant des années, on a dit que c'était technique. Non, c'est pas que technique. Et à un moment donné, c'est être capable de me poser la question en disant, mais voilà, j'ai fait ça parce que, et d'expliquer. Que le manager soit content, pas content, et de lui expliquer. Et ça, à un moment donné, je pense qu'il va changer sa vision. Vous dire, est-ce que ça t'intéresse de savoir pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Mais à un moment donné, il faut y aller. Et il faut faire comprendre la cyber. Enfin, je parle de l'ancêtre de l'ANSSI, où dans les cours, il y avait des cours sur les facteurs humains, il y avait la prise en compte des métiers, etc. Là, maintenant, aujourd'hui, quand on entend le discours, on est en train de revenir en disant ce sont les métiers qui sont importants. Et la dernière réunion que j'ai eue à l'ANSSI en disant c'est une révolution. Ah oui, c'est une révolution, on y a pensé avec la marée, donc maîtrise des risques, etc. Et non, c'est une révolution au sens propre du terme. On a fait le tour. À un moment donné, revenons aux fondamentaux. Quand j'entends parler cyber que des attaques extérieures,
revenons aux fondamentaux. Pourquoi monsieur et madame tout le monde, on ne leur apprend pas à changer un mot de passe, à faire un mot de passe propre? Voilà, tout ça, c'est de l'accompagnement que l'on peut faire et on aurait 80% de problèmes. Mais est-ce que du coup, à ce niveau-là, au niveau des politiques, des RSSI et des entreprises, est-ce qu'il n'y a pas une confusion qui s'opère au niveau de la personne, entre guillemets, lambda du métier? On a dit pendant des années, il faut changer de mot de passe. Oui, il y a des politiques de changement de mot de passe, de rotation de mot de passe tout le temps. Maintenant, on dit, c'est pas efficace, il faut mettre un mot de passe long. Et donc les gens mettaient des mots de passe longs, mais longs, complexes, on ne les retient pas, on remet le post-it sous le clavier. Maintenant, c'est plus des passphrases ou du non-mot de passe. Mais les gens oublient le mot de passe, typiquement dans Password Manager ou autre, et on repart sur les mêmes problématiques. Donc vous parlez très bien de la formation entre guillemets des gens. J'ai l'impression que cette formation elle est un peu vaine aujourd'hui. Alors je suis très naïf encore, hein, je pense, mais j'ai l'impression que c'est un peu vain. On essaie d'avancer et au final on revient toujours au post-it sous le clavier et toujours entre guillemets à ça. Qui passe quand même. Quand je parle de sécurité, c'est capable de donner pour fabriquer des mots de passe bien corrigés. On peut donner des trucs très simples avec l'utilisation des deux premières lettres d'une phrase complexe, facile à retenir. Je sais pas, 3 petits cochons pendus au plafond. Ça va faire sourire du monde, mais les gens vont être capables de le retenir. Aujourd'hui, la technique évolue et on va trouver d'autres solutions. Effectivement, le mot de passe, je pense que ça embête tout le monde. Mais pourquoi le mot de passe, aujourd'hui, avec les authentifications à double, voire triple facteur, les gens vont y venir. Même Gmail, donc, demander double authentification, etc. Et c'est une problématique aussi. On le voit avec la multiplication des facteurs, il y a de plus en plus, ça embête de plus en plus L'utilisateur. Et du coup, l'utilisateur, une fois qu'il est embêté, il cherche toujours une façon de simplifier son utilisation. Est-ce qu'on n'est pas en train de repartir comme avant, où on le bloque tellement qu'il va essayer de trouver des portes dérobées, entre guillemets, pour... C'est justement, je pense que les gens de la cyber, s'ils veulent bien faire leur métier, il ne faut pas bloquer. Il faut accompagner. C'est justement le sujet des acteurs et des accompagnements. Donc, quand vous posez la question à quoi ça sert et à qui ça sert, ça donne du sens. Il y a assez peu de managers pour ce type de questions, mais on pense que vous êtes en train de nous dire. Mais sachez que là, vous avez peut-être aussi des corsaires des facteurs humains, il y a quand même des voix qui se bougent. Quelque chose qu'il faut souligner, je ne vais pas citer le nom de société, mais voilà, c'est une preuve vivante. Oui, clairement. Il faut avoir cet espoir et puis se dire que de toute façon, on est tous, chacun de nous, à apporter quelque chose à l'édifice. Vous avez une boîte. Je me permets de vous couper, on va pouvoir continuer l'échange. On va juste remercier les 50 personnes qui étaient avec nous à distance. Merci à elles et merci surtout à vous d'avoir assisté à cette conférence très, très intéressante. Je vous rappelle que le prochain événement cyber sera donc le 13 avril sur le thème de la cybersécurité des PME et des ETI. Et est-ce que finalement sortir le carnet de chèques est suffisant ou est-ce qu'il y a une autre moyen? Voilà. Donc on a déjà eu une partie de la réponse ce soir et puis